Affaire numéro 2. Une jeunesse sans révolution est une jeunesse perdue. Le plaignant est Madame la Révolution. L'accusé est Madame la Jeunesse. Madame Révolution, plus communément connue comme un chamboulement, un bouleversement et changement brutal. On peut aussi faire sa connaissance dans le domaine politique où il est plus connu sous le nom de la mutinerie, c'est-à-dire le changement d'un régime politique à la suite d'une action violente. Quant à Madame Jeunesse, elle correspond à cette période de vie entre l'enfance et l'âge mûr. C'est cette belle phase de développement. Aimable audience, honorable jury, bien le bonjour. Aujourd'hui, mes camarades ont accepté cette affaire pro bono et se proclament ainsi avocat de Madame Madame Jeunesse qui clame justice face à ces quatre demoiselles qui l'accusent d'être perdue et incomplète en absence de la Révolution. Eh bien, nos avocats nous démontreront que non, et que ceci n'est qu'un ensemble de mensonges et de calomnies, et que la jeunesse peut s'innocenter et prouver qu'elle peut être appelée jeunesse tout en étant normale, sans révolution. Et encore plus, elle souhaite exhiber au monde et exposer à la lumière du jour tous les crimes et les horreurs qui peuvent être commises par celle-ci à son égard. Madame Jeunesse reproche des choses bien accablantes à Madame Révolution. Elle lui reproche de s'emparer de cet élan enthousiaste et impatient à se faire une place au soleil, le transformer en un esprit nihiliste et sceptique qui sombre dans l'obscurité. Elle lui reproche d'enterrer cette vitalité, niaque, vigueur et ardeur, 6 pieds sous terre. Elle lui reproche d'éjecter une multitude d'ambitions vers l'espace, à des années-lumière d'ici, là on ne peut plus les atteindre. Et tout ceci en noyant ses esprits dans un horizon de soucis et de problèmes. Mais heureusement qu'il y a un grand monsieur qui n'est autre que monsieur Zola qui soutient avec conviction le parti de Madame la Jeunesse, avec ses paroles dans son discours à la jeunesse. Elle vous fera vivre en joie et en santé. Elle vous délivrera du tourment de l'infini. N'avoir jamais connu les plaisirs et l'insouciance qui sont censés être le propre de la jeunesse. Je me méfie de ces hommes qui n'ont jamais eu de jeunesse et qui ne risquent aucune enjambée dans l'existence. Alors, avant d'entendre les plaidoyers de mon équipe, je vous invite, audience, à vous méfier aussi bien que l'a fait M. Zola de la partie de l'accusation, qui ne défend même pas la révolution en elle-même, mais un mouvement de dictature envers toute la jeunesse. La jeunesse, c'est se révolter contre tout. Fin de citation. Chère audience, chers opposants, chers membres du jury, mes salutations les plus distinguées. Nous nous retrouvons aujourd'hui afin de traiter un sujet des plus pertinents et contemporains. Tout d'abord, il serait nécessaire de décortiquer notre sujet. Une jeunesse sans révolution est une jeunesse perdue. Une jeunesse sans révolution est une jeunesse perdue. Comme l'a indiqué la citation que j'ai évoquée au début de mon intervention, la jeunesse est en effet une période qui est propice au changement, à la révolution. Un changement d'ordre brusque, économique, moral ou culturel qui se produit sur un individu ou dans une société est ce qu'on appelle une révolution. Il faut savoir aussi que la révolte de la jeunesse n'est que sa réaction à un monde bloqué, où cette jeunesse ne semble pas avoir sa place. Face à une société où le chômage, le manque d'indépendance et l'incertitude font le quotidien d'une jeunesse en quête d'épanouissement, cette dernière se trouve contrainte de remédier aux séquelles qu'a engendré la génération précédente. Mais de surcroît, les jeunes commencent à saisir l'immense potentiel qu'obtiennent leurs voix, qu'il suffit de mobiliser et d'exploiter afin de réclamer un changement et de ressusciter l'espoir. Le besoin de se révolter revient donc à ce manque de liberté, ou devrais-je dire à cette liberté anxieuse à laquelle fait face la jeunesse de nos jours, ainsi que cette inquiétude identitaire qui la consume en tout temps. On peut clairement constater ceci en examinant de près les événements de mai 68, le plus important mouvement de grève de l'histoire de la France, initié par des jeunes étudiants de la Sorbonne ultérieurement aux 30 Glorieuses. En 1968, cela faisait déjà 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La régression de la croissance économique, l'augmentation du taux de chômage et la rigidité de la société française poussent une jeunesse en quête d'émancipation à initier des contestations. La révolte prend place en premier lieu à la faculté de Nanterre, annexe de la Sorbonne, afin de dénoncer la société de consommation, réclamer la rénovation du modèle universitaire et militer contre la guerre du Vietnam. Peu après, l'arrestation de quelques étudiants mène à l'émergence de plus de protestations, accumulant de plus en plus de contestants jusqu'à atteindre son paroxysme à 10 millions de grévistes à travers le pays, entre ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et étudiants qui dénoncent le système universitaire.
Tout cela n'étant pas en vain, chers opposants, car comme résultat, il y a eu un accord pour l'augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales, mais aussi la démission du général de Gaulle. Chers opposants, si ce n'était pas pour l'initiative de ces jeunes étudiants, ce mouvement d'une ampleur sans précédent n'aurait jamais eu lieu. Et la France serait toujours une société autoritaire, paternaliste, mais surtout perdue, où la liberté d'expression était rare et où les droits de la femme étaient négligés. C'est d'ailleurs le même cas dans la plupart des révolutions majeures qu'a connues le monde, notamment la Révolution française, les manifestations de la place Tiananmen en Chine, le marxisme en Allemagne et j'en passe. D'après Jean-Paul Sartre, on ne forme pas impunément des générations en leur enseignant des erreurs qui réussissent. Qu'arrivera-t-il un jour si le matérialisme étouffe le projet révolutionnaire? Fin de citation, merci. Bonjour, je me présente, avocate de la jeunesse qu'on aime tous, la jeunesse dans laquelle nous nous sentons libres comme l'air, idolâtrant l'idée de pouvoir faire nos propres choix. Mais cette jeunesse s'est trouvée enfermée, emprisonnée par cette même idée de liberté mal interprétée. Mais avant la jeunesse, nous sommes nourrissants des enfants. Nous rêvons de ce monde parfait où tout est beau et tout le monde est gentil. Nos parents font acte de protection. Ils protègent cette vue presque angélique de ce monde extérieur. Mais le temps fait ses ravages, et ces petits anges grandissent et ouvrent leurs petits yeux pleins de strass et paillettes sur un nouveau monde. Deux cas de figure se présentent. Premièrement, je me réveille et j'adore ce que j'ai devant les yeux. Je veux continuer ma vie calmement et sereinement, en ne voulant rien changer. Deuxième cas de figure, je me réveille et je déteste. Que dis-je? Je hais ce que j'ai devant les yeux. Je veux changer le monde. Une seule solution se présente à moi, la fameuse révolution. Je veux changer le monde et je le ferai. J'y arriverai peut-être un jour, ou pas. Mais ma haine est si grande que je ne peux m'empêcher d'essayer. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne condamne en aucun cas la révolution. Au contraire, je suis pour, totalement pour, comme je suis pour la liberté du choix. En affirmant la perte de la jeunesse sans révolution opposant, vous retirez, vous ôtez ce droit à cette liberté du choix. La déduction alors qu'aujourd'hui, mes camarades et moi sommes non seulement avocates de la jeunesse et précieuses, mais aussi défenseurs de la liberté sans laquelle nous ne serons rien. Finalement, l'être humain a toujours essayé de rendre sa vie meilleure, que ce soit par la révolution, la guerre, la rébellion, encore le calme, le but a toujours été inchangé, vivre bien. Comme le dit si bien le grand Sigmund Freud, rendre la vie supportable est le premier devoir du vivant. Alors, évitons d'imposer les choix de certains sur cet enfant qui s'est réveillé. Essayons de respecter cet enfant finalement, car une jeunesse sans révolution n'est pas perdue. Elle a juste décidé de prendre un chemin différent, parce que tous les chemins, à la fin, mènent à Rome. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bon, la jeunesse existe, puisqu'on en parle. Un moment précieux qu'on doit chérir, apprécier, savourer. Mais c'est autre chose que d'être jeune. Être jeune, c'est un état défini par un plus vieux, un plus grand. Donc, lorsqu'on parle de la jeunesse, on doit l'aborder par notre propre perspective, celle qui nous touche, qui nous est proche. Lorsqu'on associe ce concept de jeunesse à la révolution, on reste sous la pression d'un besoin de créer une différence, un accomplissement. Car étant jeune, on désire se pencher vers l'inconnu, aborder de nouvelles rives, c'est-à-dire entrer dans un nouveau monde, celui de la révolution. Pour faire court, on désire créer notre propre réalité. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous parler aujourd'hui de celle d'un écrivain. Un écrivain qui a su traduire 1001 idées en un seul concept. Un concept proche, séduisant, familier aux éléments principaux de notre cause. La jeunesse, la révolution et leur connexité étroite avec la vie. Ce concept est bel et bien la légende personnelle. Cette pensée principalement introduite par Paulo Coelho, ce révolté de jeunesse, nous procure une vérité qui existait depuis toujours, mais qui n'a malheureusement pas pu se réaliser. Mais Santiago, le jeune berger, nous présente et nous envoûte par la magie de la révolution, nous procurant une image claire, nette et précise du pouvoir exquis d'une jeune révolution aboutissante.
l'auteur nous présente un exemple décisif, montrant que les jeunes ont une mission à exécuter, une mission à accomplir, et qui, dans le cas de notre personnage, lui a épargné la perte de toute une chance de vie. En comprenant la notion que lorsque le cœur craint de souffrir, il s'enferme, loin de toute révolte, de toute révolution. C'est pour cette même raison, mesdames et messieurs, qu'on reste toujours figé sous l'ombre de nos désirs, loin de les accomplir, et par suite, perte de l'envie de vivre. On a compris que Santiago a réalisé son bonheur et sa béatitude lorsqu'il a trouvé son trésor. Un trésor quelque peu inattendu, car on a réalisé en toute fin que ce trésor fut la révolution de Santiago et son parcours. Il a réalisé, et nous-mêmes de telle manière, que ce n'est pas ce qui vient à venir qui compte, mais plutôt comment on le réalise. Que faire entendre sa voix et hausser sa tête pour prouver sa vérité est la seule et unique méthode pour achever une jeunesse dite dorée. Pour être plus clair, le bonheur n'est certainement pas créé par un cheminement constant et stable ou par des conditions durables et solides, mais plutôt par un feu d'innovation, une rébellion de trouvailles, et par suite, un couronnement de succès et un traçage d'un schéma de paix. Une paix qui nous convient, nous épargne la perte de notre jeunesse et nous permet d'élaborer un bel âge gratifié de jouvence et d'allégresse. Pour résumer, on répond à cette question. Faut-il se fier à nos rêves ou rester immobile, paralysé, figé sous les branches d'une existence paisible? Une question à réponse claire et précise, de notre côté bien sûr. Un rêve, un espoir restera à jamais inaccompli lorsqu'il est privé de bouleversement, innovation, révolution. Ce qui s'associe nettement, mesdames et messieurs, avec notre concept d'une jeunesse lucrative. Comme présente cette citation de Paulo Coelho, c'est la possibilité de voir son rêve se réaliser qui rend la vie intéressante. Et pour voir son rêve se réaliser, il va falloir prendre des mesures adéquates et ôter l'idéologie inepte qui présente la révolution comme étant nocive et irréfléchie. Car cette dernière représente et symbolise un cri étouffé de la jeunesse, ce cri capable de bannir des regrets, les regrets des objectifs inachevés, des cibles loupées. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire qu'une jeunesse sans révolution incarne un esprit excédé par ses désirs, affolé par ses besoins, figé par ses regrets. Merci. Se révolter, et pourquoi? Pour être comme les autres? J'ai l'impression que la révolte est devenue une trend, une mode qu'on se doit de suivre pour être considéré comme une personne à part entière. Mettre en jeu mon avenir, ma vie et celle d'autrui, pour qu'au final aboutir ou pas à un but qui valait sûrement pas la peine de tout sacrifier. Et c'est précisément ce qui est arrivé à plusieurs de nos jeunes Marocains en l'an 2011. Pour mieux vous rafraîchir la mémoire, chère assemblée opposants, j'appelle à la barre mes 3 témoins, Karim Cheib, Kamal Husseini et Kamal Ammari. Le 20 février 2011, des milliers de jeunes Marocains, dont mes 3 témoins, descendaient les rues mobilisés par des revendications lancées sur les réseaux sociaux, afin de réclamer des changements au niveau de la politique, la Constitution et enfin la culture. Ce mouvement a libéré la parole aux jeunes esprits, ce qui a conduit à des changements énormes, conformes aux idéologies des protestants. Cela aurait été parfait si je m'étais arrêtée là, mais comme vous le savez, ça ne s'est du tout pas passé comme cela. La vérité, c'est que ces jeunes se sont rebellés contre le gouvernement en détruisant des biens matériaux. Des monuments qui ont pris des années à se former étaient détruits en quelques heures ce jour-là. Certains ont eu le bon sens de vouloir arrêter ce massacre, mais ils étaient considérés comme lâches, faibles. Alors dites-moi, chers camarades, comment détruire et mettre le feu dans les biens d'autrui, s'attaquer aux forces de l'ordre et à des innocents est considéré comme un acte de bravoure? Ça ne l'est pas. Certes, ce chaos a engendré quelques changements minimes, et je précise bien minimes, dans le régime politicien marocain. Mais ces derniers n'ont été que passagers, temporaires, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'était que de la poudre aux yeux, une ruse pour calmer la rébellion. Donc, aussi triste que cela puisse l'être, toute cette violence n'a été que gratuite, et la mort de mes 3 témoins a été vaine. Mais tout ceci n'est que l'affiliation directe du fameux printemps arabe qui a eu lieu dans plusieurs pays. La Tunisie, l'Égypte, le Yémen, le Bahreïn, la Libye et enfin la Syrie.
Ces 6 pays ont tous subi le même sort. Des cinquantaines de morts, des centaines de blessés et plus de 12 millions de personnes contraintes à quitter leur foyer depuis l'année 2011. Vous me direz pourquoi? La réponse se trouve dans un incendie. Et oui, un jeune Tunisien du nom de Mohamed Bouazizi, commerçant de fruits et de légumes, se voit confisquer sa marchandise par les forces de l'ordre. Ce n'était pas la première fois et sûrement pas la dernière. Et ça, il le savait. Son décret s'immolait au feu. Cet acte altruiste a été la cause directe d'une série de rébellions qui, comme on le sait, n'ont pas très bien tourné. Vous me direz que tous ces sacrifices ont bien eu quelques bons retournements, mais non. Et ceux qui essaient de prétendre le contraire ne font que se voiler la face. Le dictateur tunisien a été remplacé par un bien pire. La torture et la maltraitance en Égypte est toujours aussi fréquente, mais en plus discrète. Et enfin, la violence au Bahreïn n'a fait qu'augmenter afin de calmer ces protestants. Finalement, ces jeunes ont gâché leur vie. Ils se sont sacrifiés et ont sacrifié leurs proches pour pas grand-chose, et pour ne pas dire rien du tout. Tout ça pour régler un problème qui aurait pu être résolu autrement. Mais je laisse mon cher camarade Ousmane vous expliquer cela. Morale de l'histoire, on ne combat jamais le feu avec le feu. Merci. Chère opposante, vous avez donné des exemples où la révolution n'a pas certainement été un succès. Or, je pense qu'il faut plus se focaliser sur le fait que ces jeunes ont eu le courage de s'opposer à des systèmes, des dirigeants qu'ils étaient bien conscients étaient plus forts qu'eux. Donc oui, la réussite n'est certainement pas garantie, mais quand même, je pense que nul ne peut nier que vaut mieux tenter que de rester là et ne rien faire et subir. Bref. Mesdames et messieurs, bonjour. D'un côté, vu comme un âge d'or, les plus belles années de la vie d'un homme, celles qu'une fois plus âgé, on regrette le plus. Il est aussi perçu comme une période de problèmes, de mal-être. La jeunesse n'est pas qu'une classe d'âge. La jeunesse n'est pas forcément une catégorie de personnes à fuir. La jeunesse, c'est cette époque peut-être révolue, pendant laquelle vous aviez des rêves, beaucoup d'innocence et un manque d'intérêt pour tout sauf les choses qui comptent vraiment, notamment vivre. Et dans un monde aussi bloqué que le nôtre, un monde où cette jeunesse ne semble pas avoir sa place, un monde où non seulement les portes de la société et de l'indépendance lui sont bloquées, mais en outre on la laisse à elle-même dans la précarité et l'incertitude, les jeunes devraient alors comprendre qu'ils représentent une force considérable, qu'il convient d'organiser et de mobiliser, afin d'exiger que les choses changent et que l'espoir renaisse. Et parmi tant de jeunes esprits qui n'ont cessé de chercher à se forger une identité et donner un but à leur existence en liant leur jeunesse à une idéologie révolutionnaire, on trouve une figure, dirais-je, assez iconique, qui a su unir toute une jeunesse internationale soucieuse de l'environnement global. Une jeune collégienne qui fut autrefois ordinaire, tout comme nous, a pu, grâce à ses actions pacifiques, tirer la sonnette d'alarme sur le péril climatique. Elle appelle à une grève mondiale pour le climat, se rend devant le Parlement de son pays pour revendiquer l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique et s'exprime à maintes occasions et développe ses idées devant les dirigeants du monde entier. C'est bel et bien la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Le cri du cœur saignant de cette jeune fille, son mouvement insurgé, sa révolution, furent l'ouverture d'un portail menant vers un futur embelli par les fruits de ses efforts. Elle a pu exaucer ses propres vœux, réaliser ses rêves d'enfance autrefois ôtés par les adultes et faire de sa jeunesse une digne de renom. Suite au record de cette jeune fille Greta, ainsi que celui de tout jeune esprit qui a réussi à adhérer à ses aspirations, l'esprit de la jeunesse doit alors se mettre dans une position d'inspiration, où lui aussi crée une différence, une nuance de ses propres désirs. Comment? Eh bien, ce ne serait-ce qu'en élaborant une révolution attribuée à ses propres standards, que chacun parmi nous pourra atteindre ses objectifs. Ce modèle, mesdames et messieurs, prouve au mépris de maintes convictions, d'ailleurs telle celle de nos chers opposants, qu'une révolution n'est certainement pas néfaste, bien loin de là, fructueuse et rentable. À cet effet, il faudrait donc percevoir la jeunesse comme un partenaire à impliquer dans la réflexion, la conception, la mise en œuvre, plutôt qu'une cible qui subit des politiques ne reflétant pas réellement les aspirations des jeunes, nos aspirations. Mesdames et messieurs,
La monotonie ainsi qu'une existence morne n'était, n'est et ne sera en aucun cas raison d'une transformation aboutissante et positive. Laissez-moi vous dire que toute révolution, résultante qu'elle soit ou non, restera jamais gravée dans votre dictionnaire d'accomplissement, vous procurant un sens agréable d'autonomie, d'indépendance. Et comme résultat, vous auriez pu accomplir la jeunesse comme état d'esprit, comme humeur de la volonté, comme qualité de l'imagination. Merci. Chers opposantes, pour commencer, je voudrais bien revenir sur quelques points. Par exemple, mademoiselle a dit que la Révolution française était un exemple. Bien, prenons l'exemple de la Révolution française. Si on parle de la Révolution française, on parle de l'année 1789. 19e siècle. Alors, si on compare les priorités du 19e siècle par rapport aux priorités du 22e siècle, en 2022, je ne pense pas qu'on va trouver une telle relation. En tout cas, les priorités d'avant ne sont plus les priorités d'aujourd'hui. Alors, l'autre, mademoiselle, je ne me rappelle plus de nom, tu as dit que le bonheur, la révolution est comme un bonheur pour la jeunesse. Alors, crois-moi, la révolution est créée par une multitude de choix et on est totalement contre le fait que la révolution soit imposée sur une jeunesse. La jeunesse a le choix de choisir, soit de prendre le chemin d'une révolution ou de prendre le choix de la sérénité. Et je pense qu'on est un peu sorti du débat quand on parle de la jeunesse en fait. On ne parle pas sur le fait que la révolution est bonne ou mal ou je sais pas quoi. La révolution est bien évidemment un choix. C'est un autre débat. Mais nous, on est en train de parler sur le fait que cette révolution est imposée. Bon, je commence mon discours. Chers camarades, chers professeurs opposants, nous voilà donc dans cette respectueuse salle dans laquelle mes témoins vont dire la vérité et rien que la vraie vérité. Mesdames et messieurs, comme vous savez déjà, le dossier du jour concerne une personne très sensible, la jeunesse. Mes collègues avocats et moi ont mobilisé toutes les ressources disponibles et lois pour défendre notre cause. Je me proclame ainsi comme un défenseur de cette jeunesse innocente. Et j'ai avec moi des preuves accablantes qui démentiront les accusations de nos opposants. Cette fois-ci, il s'agit de l'éducation. L'éducation, un critère si important, est fondamental pour sauver toute une jeunesse. Ou, laissez-moi reformuler cette petite phrase, ne pas perdre toute une jeunesse. Un critère qui est passé inaperçu à nos chers opposants. Bon, sur ce, mon trajet commence à l'aéroport de Marrakech-Menara, direction aéroport de Helsinki, la capitale de la Finlande. Dès mon arrivée à ce pays scandinave, j'ai remarqué que la vie était presque parfaite. Un environnement sain, des centres de jeunesse plein crack et, croyez-moi, même les cités, soi-disant sensibles, me paraissaient paisibles. Sur ce, pour m'enseigner, j'ai demandé des communiqués de la part de l'ONU concernant la qualité de vie là-bas et surtout la position des jeunes Finlandais. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais surpris, peut-être choqué pour d'autres. En tout cas, la Finlande avait l'une des meilleures qualités de vie à l'échelle mondiale. Donc tout ce que je voyais avec mes propres yeux n'était pas des hallucinations, mais bien une vérité. Pas grâce à une telle révolution, mais un résultat réussi et bien mérité. Mérité pour un projet d'éducation réussi au niveau mondial. Même les statistiques l'approuvent. L'éducation finlandaise, première du monde. Un titre qui laisse inspirer toutes les nations. Bon, si on revient à notre débat et on essaie de projeter la position de Madame Révolution exigée, vous êtes en train de dire que la jeunesse finlandaise ne vit pas vraiment sa jeunesse. Quel paradoxe. En contrepartie, j'ai refait la même procédure, mais en Irak cette fois. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais choqué. La situation alarmante et critique des jeunes Irakiens. Absence totale d'accompagnement social. 670 000 jeunes Irakiens qui ne savent pas lire ou écrire. Un taux de bonheur qui dépassait à peine les 4 points. Un chômage qui atteint les 27,13%. Et je tiens à vous rappeler que l'éducation irakienne était la 132e au niveau mondial. Je vous laisse interpréter les résultats clairs. Bon, si je vous dis Irak et la révolution du jeune, l'Irak, un Irak d'avant qui était une civilisation moderne, une civilisation développée, une civilisation où la jeunesse était créative, une force régionale. Et l'Irak de maintenant, un pays en guerre, un pays sous les ruines, un pays où
l'analphabétisme atteint son taux maximal. Un pays qui avait un taux de scolarisation de 93% en 1970 et qui chute. En gros, une jeunesse perdue. C'est ça la révolution? C'est ça la révolution que vous défendez, chers opposants? Eh bien, si c'est bien le cas, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de défendre une anarchie, tout simplement. En gros, chers opposants, mesdames et messieurs, la révolution d'aujourd'hui n'est plus celle des siècles de lumière, car tout simplement, la révolution d'aujourd'hui est une révolution silencieuse et manipulée par les États. Si on parle de réseaux sociaux ou de médias, tout est contrôlé, tout est manipulé. Si vous allez mentionner le mouvement de Black Lives Matter, je vous tiens à vous rappeler que la situation des Afro-Américains aux États-Unis reste toujours critique. Et je vous tiens à vous rappeler aussi que la nièce du défunt George Floyd a été attaquée par un policier. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Ah, mais quel mouvement réussi? Et si on parle de l'état d'urgence prolongé qui donne à l'État plusieurs variétés de décisions qui limitent votre révolution. Et pour finir, je tiens à vous rappeler, d'après la loi marocaine, le code pénal, l'article 61, de garder le silence ou faire appel à des avocats avec des propos plus clairs. Merci. Je ne crois pas, chers opposants, que vous aviez écouté clairement aux interventions de vos chers camarades, car ces dernières ont clairement décrit la révolution comme un facteur destructeur du siècle. Parlant de ces derniers, je vous assure que la révolution n'a pas d'époque précise, car ces dernières, malgré les changements des besoins et demandes des générations, mais la révolution persiste encore tant que la jeunesse n'est pas encore libre. Passons maintenant au sujet. Mesdames et messieurs, mes salutations les plus sincères. George Bernard Shaw a dit un jour « Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne changent pas d'avis ne peuvent rien changer. » Fin de citation. Ce sont des mots d'or dont chacun doit se rappeler. Il y avait des croyances, des systèmes absurdes que les gens suivaient il y a des années, comme Satan, l'intouchabilité, etc., qui ont été abolis avec le temps. Enfin, plus précisément, avec des changements brusques, parfois violents certes, mais qui demeurent inéluctables. C'est ce qu'on nomme révolution. C'est donc un changement positif sans lequel notre pays ne progresserait pas. Ajoutons à cela que seules les révolutions apportent changement et développement à toute société, permettant par la suite aux générations qui suivent de profiter d'une jeunesse assez dorée. Certains s'opposeraient peut-être à cela, croyant que vivre sans révolution serait vivre en paix. Or, comme a dit Albert Camus, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. C'est pour cette raison-là, mesdames et messieurs, que mes camarades et moi refusons radicalement de vivre dans un monde qui ne subvient pas à nos besoins. Dans un monde qui ne subvient pas à nos besoins en tant que futurs dirigeants de ce dernier. Tout en acceptant le fait que les choses sont conçues comme cela et que nous ne pouvons rien y faire. Après tout, nous ne sommes que de faibles jeunes êtres sans autorité et influence sur cette injustice sociale. Détrompez-vous, cela n'est qu'une pure et misérable excuse afin de masquer l'hypocrisie et la peur qui hantent ces gens-là. Cette peur de confronter le changement, de demander fermement que les choses diffèrent. En outre, l'humain, dès sa naissance, passe par des millions de changements en soi. L'enfant, par exemple, passe par des montagnes russes émotionnellement lorsqu'il atteint la puberté. Son propre corps, ses propres idées lui paraissent étranges et différents. Et il est perdu. Il voit donc en une révolution le seul et unique moyen de se libérer de l'emprise de ces principes illogiques du monde où nous vivions. Heureusement, c'est une ère de changement et de révolution. Et cela me fait chaud au cœur. De plus, dans son essai publié en 1951 intitulé « L'homme révolté », Albert Camus définit la révolution comme étant un refus positif. Toutefois, la question qui ne cessa de me perturber l'esprit durant mes recherches est celle qui suit. Qu'est-ce qu'un jeune révolté? C'est tout simplement un jeune qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un jeune qui dit oui. D'apparence, il existe une limite à toute révolution. Cependant, elle reste un droit humain. Ainsi, la révolution naît de la perte de la patience et de l'envie de vivre pleinement sa jeunesse, sa vie.
L'humain de nature est conçu pour agir, bouger et changer. C'est dans ce mouvement continu où toute requête voit le jour. Cela d'une part. D'autre part, j'ai remarqué que l'équipe adverse est formée de 3 débatteuses, participant à ce débat dont le sujet est « Une jeunesse sans révolution est une jeunesse perdue ». C'est dans ce sens-là que je vous pose, chères opposantes, la question qui suit. Croyez-vous que sans la révolution des jeunes femmes de l'époque précédente, afin d'obtenir droit et profit, vous seriez là en ce moment, en train de défendre une cause insensée qui nuit à votre position en tant que femme? J'en doute fort. Bon, je ne pense point qu'il y aurait une réponse autre que celle que je présenterai de suite. En m'informant sur l'histoire de notre patrie, j'ai découvert que depuis les années 40 du siècle antérieur, au moment où les partis politiques les plus importants se sont intéressés à la situation des jeunes femmes, ces dernières n'ont point cessé de mener révolution après révolution, afin d'assurer leurs droits les plus vitaux d'abord, et puis l'égalité homme-femme. Notamment le mouvement féministe qui est arrivé à modeler doucement, mais sûrement, l'idéologie des Marocains et Marocaines sur ce qui concerne la position de la femme au sein de toute communauté. Le mouvement féministe est donc une révolution où les femmes, et surtout les jeunes femmes, se battent afin d'avoir les mêmes libertés que ceux des hommes. Vous diriez sûrement que c'est dépassé. Les femmes ont déjà les mêmes droits que les hommes. Droits peut-être, mais pas liberté. Simple question qui le prouve. Pouvez-vous rentrer seul le soir sans avoir peur? Pouvez-vous choisir de ne pas vous marier ou de ne pas avoir d'enfants sans être traité de vieille fille? Terme qui ne connaît pas d'équivalent au masculin. La réponse est non. C'est bien ce que je pensais. Par conséquent, ce combat est loin d'être gagné. Mais comme dit le proverbe grec, goutte après goutte, l'eau finit par creuser le marbre. Ainsi, ce n'est absolument pas en restant figé, tout en critiquant la révolution, que nous vivrions une jeunesse plus dorée. Relatant ces faits historiques au sujet du jour. La jeunesse est définie comme le printemps de la vie. Cette étape où tout jeune individu commence à prendre des initiatives afin de changer sa vie au meilleur et échapper belle à une jeunesse perdue. Tout cela pour dire que sans révolution, chères opposantes, nous, femmes de ce pays, serions encore soumises à un individu qui nous est égal, tout en causant la ruine à notre jeunesse, une jeunesse censée être dorée. Je vous laisse donc livrer à cette idée afin de revoir votre raisonnement. Merci. Je ne crains que vous ayez répondu à votre question par vous-même. Même si l'histoire de la femme est remplie de combats, les inégalités perdurent et les mentalités peinent à changer. Donc, mademoiselle, vous avez parlé de perspectives personnelles, de pouvoir rêver. Donc, je comprends que je peux rêver d'avoir une vie normale, sans obligatoirement avoir de regrets. Mais j'entends aussi que vous défendez le fait que la révolution doit être imposée. C'est ce que j'appelle une logique illogique. Bon, et aussi j'entends le courage des jeunes, mais j'entends aussi la mort de centaines de personnes pour, comme vous l'avez dit, un succès qui n'est même pas certain. Ceci me fait peur d'entendre ces jeunes demoiselles, les futures générations, encourager du pur suicide. Et je crois aussi que vous n'avez rien entendu depuis le début parce que nous ne sommes pas contre la révolution, nous sommes pour la révolution tant qu'elle n'est pas imposée et violente. Bon, passons. J'appelle à la barre nos derniers témoins, Mademoiselle Doha et Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Doha est une jeune fille de 17 ans qui va à l'école, il a de bonnes notes, rentre à la maison, regarde des séries, sort avec ses amis, fait du sport et participe à de nombreux clubs. Mademoiselle Sarah est aussi une jeune fille de 17 ans qui va à l'école et a de bonnes notes. Elle rentre à la maison, regarde des séries, sort avec ses amis, fait du sport et participe à de nombreux clubs, mais aussi à des mouvements concernant des causes qui lui tiennent à cœur. Est-ce que Doha a une jeunesse? Oui. Est-ce que Sarah a une jeunesse? Oui. Pourtant, Doha vit une vie d'adolescente normale. Sarah la vit aussi tout en participant au changement. Est-ce que ceci nous permet de dire que Doha n'a pas de jeunesse? Non, car la révolution est un choix et non une obligation. La révolution est l'essence d'un changement qui se doit d'être honorable et non pas un fardeau qui piétine de jeunes esprits. La révolution est avant tout une évolution qui a pour but un changement positif et constructif et non pas une servilité qui étouffe cette effervescence et éteint l'exaltation de la jeunesse. La jeunesse se doit d'être vécue selon un libre arbitre, faisant créer des souvenirs propres à chacun, et non pas un emprisonnement de cette fureur resplendissante.
Et c'est ainsi, après avoir entendu l'histoire de nos témoins et reçu de nombreuses preuves tangibles, je suis plus qu'honorée de vous déclarer le verdict de la Cour. La jeunesse est innocente. Elle peut continuer à être naïve sans être crédule, avec son caractère si imprévisible et enivré d'enthousiasme. En contrepartie, nous condamnons la Révolution à se dissocier de tout mouvement grégaire, enlevant à la jeunesse la possibilité de faire ses propres choix et enlevant ainsi son caractère si noble qui est d'améliorer l'existence humaine. Chers opposants, je pense fortement que vous confondez entre la guerre et la révolution. Bon, passons. Enfants, nous rêvions de vivre dans un monde où égalité, bonheur et joie de vivre régnaient. Un monde où les riches aideraient le pauvre. Un monde où le plus fort mettrait le pied du dépourvu à l'étrier. Bref, un monde utopique. Quand la puberté sonna les cloches de la vie, nous commençâmes à avoir la puce à l'oreille. Injustice, discrimination et misogynie apparaissaient tel un nuage de poussière au beau milieu d'un ciel bleu tant rêvé. Déception de ce monde trompeur gâchait nos journées. Nous commençâmes à comprendre que les besoins et demandes des générations précédentes ne convenaient plus aux nôtres. Se plaindre de cette malveillance, tout en restant les bras croisés, ne mettrait pas fin aux peines de ce monde. Nous devrions agir afin de vivre en dignité notre jeunesse. C'est alors que je me souvins de ces paroles sages, et je cite « Si le poids de tes souvenirs devient plus important que les rêves de ton avenir, c'est que tu commences à perdre ta jeunesse. » Je compris alors que la jeunesse veut principalement dire cette envie de voir le changement naître. Et nul n'apporterait le changement que la révolution, bien sûr. Cette dernière perçue par quelques-uns comme un sacrifice en vain. Or, soyez sûrs et certains que ce mouvement apporte bel et bien des changements, graduels mais bien réels. Enfin, pour clore mon intervention, j'aimerais poser la question suivante à nos chers opposants. Pourquoi donc préférez-vous de vivre votre jeunesse, cette étape si importante dans la vie de tout un chacun, tête basse, soumise aux règles fâcheuses de cette société, au lieu de voir en une révolution, une solution bel et bien difficile, certes, mais étant la seule issue possible afin de vivre une jeunesse sans la perdre. Merci. Merci de me poser la question. Je suis très heureuse de te répondre. Eh bien, le fait est que je ne veux pas me révolter. Je veux vivre ma vie tranquillement. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Je veux juste comprendre. C'est mon choix, je veux vivre tranquillement. Bon. Après à peu près 19 minutes 32, nos belles opposantes ont fini de parler. Eh bien, le jugement est clair. La jeunesse est la victime de votre révolution imposée, ou plutôt manipulée. Appelons un chat un chat. Vous vous battez sans relâche depuis tout à l'heure. Pour prouver quoi à qui? La révolution est un choix. Elle le restera, avec ou sans vous. Un choix plutôt lamentable, si vous voulez mon avis. Bon, il est vrai que la révolution a toujours été un sujet populaire parmi les jeunes. Mais pourquoi... excusez-moi. Mais populaire ne veut pas toujours dire idéal. Nous oublions bien souvent les vies et sacrifices ôtés de leurs propriétaires pour rien finalement, 75% du temps, comme l'expliquaient mes camarades Soraya, Nor et Ejmen. La révolution est aujourd'hui à travers nos écrans. À vos claviers, mes soldats, nous allons libérer le monde de la famine, de la violence contre les animaux et de la pauvreté à coups de posts sur Instagram. Je suis fière de vous. Nous allons sacrifier toute une minute de notre temps pour finalement un message de 24 heures. Bon, je viens de me ridiculiser devant vous, mais c'est un mal pour un bien. Ouvrez les yeux, ouvrez-les bien grands et larges. La révolution est un genre de distraction pour nous, les gens normaux, le peuple. Nous continuons de jouer avec nos Lego et puzzles en attendant que les adultes règlent finalement les problèmes d'adultes. Bon,
Je parlais à mon philosophe, à mon psychologue, et on parlait de révolution et pourquoi j'allais finalement mettre en jeu tout ce qui m'est cher pour un résultat pas vraiment certain. Eh bien, d'après lui, je suis plutôt mûre pour mon âge. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, je ne suis pas du tout mûre. Merci. En fait, le décret final est le suivant. La jeunesse est la victime de la révolution. Elle sera perdue si elle s'obstine sur cette idée mal formée. Merci.